Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, place au sommaire. La question du jour, faut-il mettre fin au collège unique? Ce modèle initié en 1975 par la loi Haby est aujourd'hui remis en question par plusieurs candidats à la présidentielle. Alors, est-il vraiment un frein aux inégalités à l'école, comme c'était sa vocation première, ou alors a-t-il au contraire exacerbé ces inégalités? On en débat avec nos invités. En deuxième partie de l'émission, on vous fera découvrir Trouve ta voix, un projet pédagogique qui permet aux lycéens de révéler leur potentiel par la prise de parole. Sa présidente sera avec nous pour en parler justement. Et puis, c'est votre rendez-vous quotidien. Cette semaine, dans Souvenirs d'écoliers, Malika Ménard reçoit Lulu. C'est à découvrir en fin d'émission. Et tout de suite, c'est l'essentiel de l'actualité. Et c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors qu'un nouveau conseil de défense était prévu ce mercredi, l'exécutif réfléchit toujours à un allègement du protocole sanitaire à l'école pour la rentrée des vacances de février. L'annonce devrait se faire courant de la semaine prochaine et parmi les pistes explorées, deux possibilités, soit un allègement à compter du 21 février au fur et à mesure de la rentrée des vacances scolaires en fonction des zones A, B et C, soit à compter du 7 mars pour toute la France une fois que toutes les zones seront rentrées. La question se pose toujours depuis la mise en place de la réforme du bac et donc du choix des matières. Les filles désertent-elles les cours de maths? La réponse est non, à en croire Jean-Michel Blanquer, interrogé sur le sujet la semaine dernière. Et pourtant, les chiffres montrent le contraire. Les maths sont désormais une option choisie par 60% des filles en terminale. Elles étaient 90% avant la réforme du bac, une option présentée par les écoles comme exigeante et qui, selon Mélanie Guenet, mathématicienne, rebute les filles. Elle était interrogée sur Europe 1. C'est indiqué dans les programmes, c'est-à-dire que le programme définit la spécialité mathématique par un objectif ambitieux, et ce terme ambitieux peut engendrer du coup une désaffection des filles vers cette discipline. Et selon les sociologues, filles et garçons manquent d'informations pour choisir parmi toutes les matières proposées en fin de seconde. Ils se raccrochent donc à des stéréotypes. Oui, sacré stéréotype en effet. Ce mercredi, Yannick Jadot, candidat écolo, était l'invité d'RTL. Il était notamment interrogé sur son programme en matière d'éducation. L'éducation, la jeunesse qui font partie avec le climat des deux engagements qui, je le cite, lui tiennent à cœur. Yannick Jadot souhaite que l'école redevienne un lieu d'épanouissement à travers les travaux manuels, le sport et la nature pour sortir les enfants de leur téléphone portable. On l'écoute. Il y a un combat à mener contre l'addiction du numérique. Quand je dis faut qu'il y ait 1 heure de sport accessible par jour, quand il faut évidemment lutter contre l'addiction, contre l'obésité, contre la sédentarité, mais c'est aussi à travers la découverte de notre environnement. Notre environnement, c'est travailler un morceau de bois. Oui. Notre environnement, c'est aller à la ferme qui fournit la cantine pour y compris aider le paysan à quelques activités de production, mettre les mains dans la terre. Tout simplement mettre les mains dans la terre. Et puis parfois, aller faire l'école dans la nature. Vous savez que ça se développe notamment dans les pays du Nord. De temps en temps, aller enseigner dans la nature, c'est avoir une approche de la pédagogie et des enseignements qui sont très différents. Et à noter parmi les autres propositions de Yannick Jadot sur l'école, l'installation de cantines 100% bio. Dans le Gard, maintenant, un collège en démolition a réussi à offrir une deuxième vie à son mobilier en très bon état. Oui, grâce au travail d'une start-up montpelliéraine créée l'année dernière et dont l'objectif est de réduire le gaspillage en aidant les entreprises à vendre ou faire don de leur matériel professionnel. Et concernant les chaises et les paillasses du collège de Remoulins, leur nouvelle vie se fera sur des plateaux de cinéma. Elles serviront de décor principal pour un film sur un professeur de sciences, une aubaine pour Ilias Fortin, décorateur de cinéma, qui expliquait à nos confrères de France 3 qu'habituellement, il était très difficile de trouver 30 ou 40 chaises exactement identiques pour refaire une salle de classe. On en a parlé hier, on termine avec 2 salons ce week-end pour les futurs bacheliers et leurs parents. Oui, hier sur ce plateau avec son organisateur Guillaume Ouattara, le salon Your Future aura lieu ce samedi et ce dimanche au Parc des Princes à Paris. Au même moment et jusqu'à lundi au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, vous avez rendez-vous pour la 36e édition du salon du lycéen et de l'étudiant d'Île-de-France où 200 exposants seront présents pour représenter de nombreuses filières de formation, commerce, ingénieur, université, santé, numérique, communication ou encore artistique. Merci pour ces infos, Mickaël. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.
Y a-t-il des limites au collège unique? Faut-il le supprimer ou alors tout simplement le transformer? Eh bien, c'est l'heure de la question du jour. Et pour en débattre justement, j'accueille sur ce plateau Maxime Scotty. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur agrégé d'EPS à Bonneuil-sur-Marne. C'est ça. En réseau d'éducation prioritaire, ainsi que Guillaume Bessières. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie à Paris et vous êtes porte-parole des profs avec Zemmour. Merci beaucoup de pouvoir être là avec nous, d'être là avec nous et de parler justement de ce fameux collège unique. Alors le collège unique, tout le monde en parle, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est. Si je pouvais donner une définition rapide, je dirais doter les collégiens d'un bagage scolaire identique de la 6e à la 3e. Ça va? Pour l'instant, on est bon ou pas? On est bon. C'est dans l'intention, du moins. Voilà, c'est ça. Pourtant, c'est réel, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et c'est pour ça que vraiment le sujet ressort sur la table aujourd'hui. De fortes disparités demeurent entre les collégiens dans leurs résultats, leur relation au travail scolaire ou leur comportement. En fait, le débat sur le collège unique, finalement, se pose pour les élèves en difficulté. On le voit, à la fois, on l'a créé pour eux, pour justement qu'il y ait un vrai souci d'égalité dans l'apprentissage, mais est-ce que ça n'a pas créé finalement l'inverse? Guillaume Bessières. C'est ce que nous constatons finalement en mettant tous les enfants un peu dans le même cursus, en ne s'adaptant pas aux individualités de chacun, ou en le faisant dans ce qu'on appelle l'école inclusive, mais finalement on n'arrive pas à suivre et à faire cette fameuse différenciation pédagogique, c'est-à-dire qu'un professeur puisse s'adapter à 30 élèves dans sa classe, à s'adapter à chacun. Donc nous sommes pour des classes finalement de niveau, et bien sûr pour remettre à l'honneur la voie professionnelle. Vous êtes d'accord avec ça, Maxime Scotty? Alors, je suis d'accord sur les intentions du collège unique. D'un point de vue historique, ça a été fait pour justement permettre une démocratisation de l'enseignement, permettre aux enfants du peuple et aux enfants de classes plus bourgeoises d'avoir le même enseignement. Donc l'intention sociale, ça, à mon sens, c'est la meilleure réforme sociale de l'éducation C'est nationale. républicain en fait. Voilà. C'est démocratique et C'est républicain. Tout à fait. Tout le monde au même niveau avec le même enseignement. Voilà. Dans la pratique. L'intention est celle-là. Après, on s'est arrêté ici et le problème, c'est que sous prétexte qu'on a donné accès à tout le monde, on s'est dit tout le monde aura les mêmes chances. Sauf que dans les faits, on n'y est pas. Et il n'y a qu'à regarder les études PISA, il n'y a qu'à regarder les données sociologiques qui montrent que finalement, l'école est un lieu qui renforce les inégalités sociales. Donc en fait, là où on voulait créer de l'égalité, on crée de l'inégalité. Et c'est là où le collège unique pose question. Après, de là, on arrive à la suppression. Moi, je ne suis pas pour, on pourra y revenir. Bien sûr qu'on va y Par venir. contre, je pense qu'une réforme de fond doit être faite dans sa transformation. Par contre, il est important, à mon sens, que l'école soit égalitaire et donc permette de créer cette culture commune, au moins sur le temps de la scolarité obligatoire. Permettez-moi, je schématise, mais ça veut dire quoi? On met les moins bons avec les moins bons, les meilleurs avec les meilleurs? Comment on fait? Parce que clairement, les inégalités, les disparités sociales, on les connaît. Justement, on essaye d'être dans cette homogénéité justement de l'école. Mais comment on fait pour pouvoir s'adapter? C'est possible de faire des classes, de se dire, alors là, on est avec les bons en maths d'un côté, avec les bons en français de l'autre. Comment on fait, Guillaume Bessières? Mais tout à fait. Alors, il y a des classes de niveau, mais les passerelles sont possibles. Donc c'est toujours très important. Ça veut dire quoi On une peut pas passerelle, dire- clairement? C'est-à-dire que le meilleur d'une classe plus faible pourrait aller dans une classe d'un meilleur niveau l'année d'après. C'est important exactement qu'on ne schématise pas et qu'on ne force pas l'enfant avec une étiquette de la 6e à la fin de sa scolarité. Donc ça, c'est la première chose. Mais il est tout à fait possible de faire des classes plus homogènes, et donc en regardant les moyennes et les capacités dans différentes matières, et ensuite de faire des classes de niveau, de faible à très bon. Alors ça, c'est une problématique qu'on se pose en tant qu'enseignant, c'est comment pouvoir répondre à chacun en fonction du niveau, parce qu'on a vraiment ce souci de la différenciation. Mais il y a des études sociologiques qui montrent qu'en fait, le fait de faire des classes par niveau, de faire des groupes homogènes finalement, va créer une ségrégation sociale. Parce qu'en fait, on se rend compte que les moins bons sont majoritairement issus des classes sociales les plus défavorisées, les meilleurs, parce qu'ils ont la culture de l'école, font partie des classes sociales les plus favorisées. Et en fait, Vous pouvez dire qu'attendez, il n'y a pas de bons élèves dans les classes sociales défavorisées? dans les classes sociales défavorisées? Oui. Ah si, il y a de bons élèves, il y en a qui arrivent à se raccrocher, mais ils sont très peu. Quand on regarde finalement en bout de cursus, on se rend compte que le taux de réussite pour les classes sociales défavorisées est largement plus faible que dans les classes sociales favorisées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons ou moins bons, ça veut juste dire qu'on les a mis dans un système qui correspondait aux élites et qui facilitait le travail des favorisés, alors que les classes sociales qui sont défavorisées ont un autre rapport au savoir, et on les met dans un système qui ne correspond pas à ce rapport au savoir. Donc finalement, au début de la course, on n'est pas sur la même ligne de départ. Et donc, si, il y en a des très bons, ils sont tous très bons finalement.
Il y a un principe d'éducabilité qui est que chaque élève, au début, est très bon. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait par la suite. Et le fait d'aller faire des groupes de niveau, on se rend compte, il y a des études en Angleterre, même en France, qui montrent que ces groupes de niveau-là créent une ségrégation sociale avec, on s'en rend compte après, des classes sociales qui sont défavorisées chez les moins bons et favorisées chez les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire que les favorisés sont meilleurs que les moins bons. Ça veut juste dire que le système favorise les... Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Messière? Vous avez l'impression qu'il y a une situation par rapport aux classes sociales? Alors, ce qui est le constat que nous faisons déjà actuellement, vu que l'école actuelle reproduit les inégalités sociales. C'est déjà le cas. En revanche... Ce n'est pas le but de l'école au départ, justement. Ce qui n'est pas du tout le but de l'école. Mais monsieur l'a très bien dit, il y a des différences de rapport au savoir. Donc ça c'est évident. Nous voulons nous focaliser sur une école de l'excellence. Quand vous dites nous, c'est les professeurs avec Zemmour? Les profs avec Zemmour, ouais. C'est vraiment une école de l'excellence. Alors pas forcément, on parle souvent de l'école de la Troisième République. Donc je ne me repose pas forcément dans le passé. Ouais. Mais on peut voir aussi ce qui se passe en Asie. Et l'avantage des classes de niveau, et clairement, c'est que les meilleurs vont être tirés vers l'excellence pour eux-mêmes aussi. D'accord, mais enfin, ceux qui ont un faible niveau, et bien justement, le professeur pouvant s'adapter à leur plus faible niveau, ils pourront aussi plus progresser. Je peux vous dire que dans mon expérience et l'expérience de mes collègues que je représente évidemment, vu que je suis porte-parole, je travaille dans le privé, la majorité des professeurs avec Zemmour, eux, sont dans le public. Et donc me disent bien que quand on a une trentaine d'élèves et qu'on doit faire un cours, et on ne peut pas différencier pour chaque élève, donc on va faire un cours plutôt moyen qui ne va pas aider les plus faibles, mais qui ne va pas stimuler les meilleurs à être encore meilleurs. Et vous parliez des classements PISA, c'est pour ça que l'école française actuelle est en train de chuter, parce que les meilleurs sont moins nombreux et même un peu moins bon qu'à une certaine époque. Mais c'est donc l'idée de penser que, en fait, si on couple des élèves de moins bon niveau, par exemple en histoire-géographie ou en éducation physique et sportive, avec des élèves de meilleur niveau, ils ne vont pas justement bénéficier de cette rampe et d'être tirés vers le haut? Non, parce que c'est le professeur qui enseigne et on met un élève qui a 4 de moyenne à côté d'un élève qui a 20 de moyenne, 18 peut-être si vous voulez, ça ne va pas faire monter automatiquement celui qui a 4. Au contraire. La motivation de l'un ne va pas générer chez l'autre? Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment l'enseignement du professeur, le fait que le professeur va pouvoir donner des exercices appropriés, va adapter son discours, et c'est cet enseignement qui va permettre aux enfants, la motivation, elle est ce qu'elle est, mais de progresser. T'es d'accord? Alors, pas tout à fait, pas du tout même. Je suis pas d'accord parce que on s'émeut assez facilement de dire que les moins bons vont tirer les meilleurs vers le bas. Je pense que c'est un vieux fantasme. Si vous l'avez dit. C'est pas ce que j'ai dit, mais les professeurs ne pourront pas aider les meilleurs à être encore meilleurs. C'est-à-dire que quand on est à l'addition en 6e, on ne fait pas vraiment le programme. Ouais. Alors, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'après, il va falloir qu'on traite une question de fond parce que pour l'instant, je pense qu'on est sur... Alors, répondons déjà sur la première. Oui. Sur la première, il y a qu'on les mette par niveau ponctuellement parce que c'est des artifices un peu pédagogiques qu'on décide à un instant T de pouvoir les prendre et faire de la vraie différenciation, c'est une chose. Par contre, on est dans une école de l'égalité qui doit permettre l'accès au même savoir pour tous. Et le problème avec ce que vous proposez, c'est que la ségrégation sociale qui va être mise en place par votre système, parce qu'il est pas social. Mais si, parce qu'elle se fait automatiquement. Parce qu'à partir du moment où vous mettez les moins bons avec les meilleurs, elle se fait automatiquement parce qu'on sait que les moins bons font partie des classes sociales les plus défavorisées. Et donc mais c'est déjà le cas, cette reproduction des inégalités sociales. Ça va pas forcément, ça va pas l'accroître. Oui, mais alors c'est pas une raison pour revenir à l'école de avant 1975 où finalement ce que vous proposez c'est de faire une école du peuple et une école de la bourgeoisie, une école des élites. C'est pas oui, mais est-ce que c'est possible l'égalité à l'école en fait? C'est ça la question. Alors moi pour en arriver à l'égalité à l'école, va falloir se poser justement de l'école qui est juste l'école qui est égalitaire et donc va falloir se poser la question de quel savoir on met en place à l'école. Le savoir, la culture scolaire est élitiste. La culture scolaire c'est la culture pas élitiste dans le sens on va faire en sorte qu'ils deviennent les meilleurs. Non, c'est parce qu'elle favorise l'élite. Elle favorise l'élite sociale. Et tant qu'on on ne posera pas la question de ce qu'on doit apprendre à l'école, on ne pourra pas avoir une école égalitaire. Remettre la question du savoir, c'est aussi pour les classes sociales favorisées que c'est intéressant. Parce que pour l'instant, l'école favorise un élève qui sait apprendre, qui sait accumuler du savoir. Mais finalement, dans la société, ensuite pour être embauché, c'est pas celui qui sait beaucoup, c'est celui qui sait utiliser. Et sauf que parce que l'élite a cette culture scolaire, a cette culture du savoir, a cette culture encyclopédique, a ce capital culturel, comme dirait selon Bourdieu, eux sont en capacité d'être valorisés par le savoir scolaire. Mais à la différence des autres.
Alors que si on prenait le savoir scolaire, si on le transformait vers la recherche de la résolution d'une situation complexe que les élèves peuvent vivre à l'extérieur, et donc la mobilisation du savoir plus que le savoir lui-même, là, on pourrait commencer à réfléchir à une école qui met les élèves au même niveau en termes de savoir. Parce que là, pour l'instant, cette culture de l'accumulation de savoir favorise toujours les mêmes. Sauf que quand on arrive... Parce que ça, on se pose la... Vous répondez quoi à ça, excusez-moi, Guillaume Bessières? Je réponds que vous avez... Alors, ne le prenez pas mal, mais je vois une certaine vision un peu... Non, mais parlons franchement, c'est le tour Ah oui, direct. faut- Sur School TV, on va pas faire dans Non, le non, phase. non, mais justement, je suis pas dans l'insulte, mais j'ai Ah non, pas d'avoir du une tout. vision un peu marxiste, c'est-à-dire vraiment cette opposition bourgeoisie, classe populaire. sociologique. Voilà, et de voir... Enfin, finalement- vous le dites tous les deux, excusez-moi, vous dites quelque chose qui est quand même assez frappant. Non, parce que non, moi, justement, je parle pas du tout des origines sociales. Moi, je dis qu'il faut que l'école s'adapte à chaque enfant. Point. Il y a des bourgeois très mauvais et des personnes des classes populaires très bonnes. Donc moi, je regarde pas ça. Je regarde juste le niveau de l'enfant. Oui. Et il faut qu'il puisse recevoir un savoir adapté à ses capacités. Le grand rêve de la gauche en général, c'est de dire finalement, nous allons pouvoir arrêter toutes les inégalités de la nature. Mais c'est pas vrai. Il y a des inégalités. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Vous Donc, parlez de prédisposition au départ, c'est ça? bien sûr, ou acquise par l'éducation. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que nous voulons juste une école de l'excellence pour chacun, où chaque enfant, à sa mesure, va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et si on met des enfants qui n'ont pas les mêmes capacités que les autres, alors dans une certaine mesure, finalement, les uns ne vont pas en bénéficier, vont pas pouvoir monter, s'élever à un niveau supérieur, et les autres vont régresser ou ne pas être stimulés. Mais oui, mais là, vous mettez en avant la capacité des élèves. En fait, le problème, c'est que vous êtes, mais pas vous, hein, enfin en règle générale, on est focalisé sur l'élève et sur ceux qui sont capables, ceux qui ne sont pas capables. Mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on offre aux élèves. Parce que je suis pas marxiste, moi je suis prof de PS avec mes élèves et je suis face à la réalité du terrain. C'est pas normal que quand on regarde les études sociologiques, on se rend compte que 90% des enfants de cadre finissent avec le baccalauréat général et technologique, contre 41 d'enfants inactifs. C'est pas normal qu'un élève, quelles que soient ses capacités, incapacités, se retrouve en 6e et se dise en fait, j'ai pas les mêmes chances que mon copain du collège d'à côté parce que je ne suis pas issu de la même classe sociale. Parce que moi, je vais vous parler concrètement, j'ai une élève, je suis en réseau d'éducation prioritaire qui a 18,5 de moyenne. 18,5 de moyenne, elle n'aura pas la même chance que moi de faire Normal Sup ou d'autres études. 18 moyenne générale, vous parlez, ou en EPS? Générale. Ouais. Elle n'aura pas les mêmes chances que moi de faire des grandes études. Et pourtant, je ne me reconnais pas en elle, parce que j'étais beaucoup moins bon qu'elle. En sociologie, on va parler davantage cumulatif. Quand on est issu d'une classe sociale favorisée, finalement, les bénéfices se cumulent au fur et à mesure et inversement. Et on va parler aussi d'avantages compensatoires, parce que justement, cet élève-là, qui a de très bons résultats, finalement, va pas avoir la même chance que moi, parce que moi, malgré mes vécus négatifs et mes mauvaises notes ou je ne sais quoi, j'ai réussi à compenser. J'ai réussi à compenser parce que j'ai la possibilité d'avoir des cours particuliers, parce que à la maison il y a une culture scolaire qui quand même m'entraîne, parce que je sais dans quelle filière je dois m'orienter pour pouvoir réussir, parce que tout ça. Alors, en fait, tout ça va compenser. Justement, juste un petit mot. En voulant donc justement homogénéiser et démocratiser l'enseignement, certains disent au contraire que le collège finalement unique, donc l'a appauvri, notamment en supprimant les filières. Vous êtes d'accord avec cela? En supprimant les filières du collège? Oui. C'est-à-dire par rapport au lycée, par rapport au trois lycée. filières générales. Oui. Donc vous dites que la réforme Blanquer a un peu appauvri, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le directeur qui dit ça, c'est pas moi. Je ne me permettrai pas. Je ne donne pas mon avis. Moi, je ne fais que le liant. Posez les questions. D'accord. Non, mais déjà pour revenir au collège, donc voilà, nous voulons proposer la voie professionnelle, ce qui était déjà le cas à partir de 14 ans, pour que les enfants qui auraient ces aptitudes-là puissent plus facilement rentrer et plus facilement être intégrés dans le métier qui leur conviendrait. D'accord. Donc ça, nous, on veut vraiment s'adapter aux enfants. Ensuite, pour ce qui est de la réforme Blanquer et ce qui est un peu la destruction du baccalauréat en tant qu'épreuve ponctuelle, donc on finit sur le contrôle continu. Là, évidemment, donc là, il y a des inégalités, parce qu'un 12 dans un établissement ne vaut pas un 12 ailleurs, et d'ailleurs qui est au détriment de certaines bonnes écoles, entre guillemets. Donc nous sommes pour revenir au baccalauréat, qui est l'examen qui sanctionne la fin du lycée général en vue des études supérieures. Mais donc ça veut dire plus de contrôle continu? Puisqu'en fait, Il y a du contrôle continu, bien sûr. Le problème du 12 dans un lycée dont vous parlez, qui serait un très très bon lycée, effectivement, un 12 qui équivaudrait par exemple à un 16 dans un autre lycée, c'est aussi le problème du contrôle continu par rapport au bac. Mais ça, les études supérieures avaient bien compris cela. Et ils n'étaient pas dupes. Donc ils regardaient la note, mais aussi l'établissement d'origine. Ce qui, d'ailleurs, avec Parcoursup, est un certain nivellement par le bas. Oui, mais au bac, c'est anonyme, non? Enfin, je me trompe? Oui, tout à fait. Ah oui, donc revenir au bac,
Oui, mais parce que beaucoup d'épreuves ont été supprimées. Ils sont passés au contrôle continu. Donc nous, on veut revenir au baccalauréat pour toutes les épreuves, je ne vais pas dire d'avant, c'est pas du passéisme, on ne parle pas non plus d'il y a 10 ans, pour sanctionner vraiment un niveau global, une sélection nationale. Mais là où le baccalauréat a perdu de sa valeur, c'est parce qu'il s'est démocratisé. C'est pas parce que le niveau est moins bon, c'est parce qu'il s'est démocratisé. On a laissé accès à tout le monde. On l'a laissé. Oui, mais parce que évidemment. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire je serais curieux de voir le niveau justement des meilleurs. Est-ce que le niveau des meilleurs est moins bon? Je ne sais pas, mais comme il s'est démocratisé, forcément, il s'est fondu dans une masse. Le fait d'avoir donné accès à tout le monde, ça s'est fondu dans une masse, donc forcément, mathématiquement, la moyenne redescend. Sauf que le fait d'avoir démocratisé ce baccalauréat, il y a eu un glissement de ces inégalités, et on voit que en fait, c'est à l'université qu'elle se crée d'autant plus. Parce que la démocratisation qui s'est faite au moment du lycée, on voit cette ségrégation sociale qui se crée dans la poursuite des études. Oui, il vous fait mal ce terme de ségrégation sociale, mais il est là, il est sociologique. Non, mais après, oui, de toute façon, on est aussi contre le fait de vouloir distribuer le baccalauréat à tout le monde pour dire tu as le bac, c'est formidable. Mais attendez, démocratiser, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire clairement que vous dites que c'est une différence de niveau, c'est-à-dire qu'en fait... La démocratisation, c'est le fait de pouvoir avoir rendu accès à tout le monde. Oui, mais accès à tout le monde, en fait. L'école est accessible à tout le monde, est accessible à tous. Donc après, ceux qui ont avancé avec le collège, ça, je ne comprends pas par rapport à la démocratisation du bac. Le fait d'avoir la réforme de 75, en ayant la réforme Habit de 75, en ayant laissé accès à un collège unique à tous les élèves, a permis l'accès progressivement en montant à toutes les classes sociales au même niveau d'études. Sauf qu'on voit plus la démocratisation, donc plus l'accès est égal entre les classes sociales et plus finalement les inégalités se font par la suite au niveau du parcours scolaire. Donc en fait, il y a de plus en plus de bacheliers. Très bien, sauf que ce baccalauréat, plus il y aura de personnes qui l'auront, moins il aura de valeur sur le marché de l'emploi. Sauf que les meilleurs, sauf que l'élite, qui a besoin quand même de prospérer, parce que oui, je vais utiliser le discours qui vous fait mal, mais oui, parce que les meilleurs, parce que la culture élitiste qui favorise les plus favorisés, ces meilleurs-là vont faire des études de toujours plus longues, parce que c'est ça qui est valorisé au niveau de l'emploi. Et en fait, l'égalité des chances l'égalité qu'on promet aux uns et aux autres en sixième, elle se dissipe au fur et à mesure. Et donc là, moi, je pense que la question, c'est pas de se poser la question du après, mais déjà se poser la question du avant. Justement, Valérie Pécresse, elle leur propose un examen d'entrée en sixième. Vous en pensez quoi? C'est ce que Éric Zemmour propose. Donc, on exactement. remercie Valérie Pécresse d'avoir encore une fois... parce que vous pensez qu'elle vous a copié? Sur certaines choses, oui, elle a revu sa copie. Alors, je sais pas... C'est pas vous qui l'avez copié? J'ai pas vu chronologiquement. Ah non, il suffit de regarder la primaire de la droite pour voir que c'était plutôt 50 nuances de Zemmour. Mais tout à fait, Éric Zemmour propose un certificat de fin d'études primaires pour pouvoir bien sanctionner le niveau des élèves, bien vérifier le niveau, mais dans les bases, lire, écrire, compter. Parce que clairement, encore une fois, les chiffres, les statistiques sont assez effroyables. Et donc des enfants arrivent en sixième sans avoir les bases de la maîtrise de la langue française, ni même du calcul. Et ces enfants-là, d'ailleurs, qu'on met dans des classes hétérogènes, finalement, n'arriveront pas à rattraper leurs lacunes de primaire. Et ça, encore une fois, je le vois. Et même parfois, on voit ça au lycée, et c'est assez dramatique. Des élèves qui ont encore des difficultés, mais sur des notions qui auraient dû être acquises au primaire. Mais alors, vous pensez que le fait de les faire redoubler, alors, pas que redoubler. parce que ça veut dire quoi? Ils vont finir à 16 ans en CM2? Non, moi, justement. C'est une question que je me pose. Ah non, mais c'est ça. Donc, ce sont les classes de niveau. Les classes de niveau. Donc, c'est pour ça qu'en sixième, certains vont vraiment pouvoir faire le programme tel qu'il est exigeant comme il est demandé. Mais d'autres, on va encore asseoir les bases du calcul. Et de ça veut dire que admettons sur un collège classique qui a par exemple 5 classes de sixième, d'accord, la sixième 1, 2, 3, 4 et 5, il y aura la sixième 1 qui sera avec des élèves moins bons, sixième 2, etc. Et on avancera comme ça. Ou alors il faut ouvrir en plus des classes, parce que concrètement... Non, mais c'est ça, des classes de niveau. Il y a des passerelles pour qu'en fin d'année, un élève puisse aller dans une autre classe. Il n'y a pas de souci. Alors, on ne va pas forcément dire 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire des couleurs ou ce que vous voulez. Mais revenir aux classes de niveau. Et ce n'est pas discriminant, je vous assure. Ce ne l'est pas plus que la réalité, que le réel. Dans une classe normale où on voit des enfants qui ont, sur une interrogation qui a 15 de moyenne. Moi, j'ai des enfants qui sont à 2. Même si, évidemment, on ne dit pas les notes des élèves devant les autres. Mais il y a quand même cette honte, il y a quand même ce sentiment de difficulté et même un peu d'injustice de l'enfant parce qu'il a fait de son mieux et il se retrouve vraiment en marge de la classe. Et surtout qu'en plus, il sera tanké à rester dans le même établissement toute sa vie, en fait. Parce que comment on fait après? C'est-à-dire que au sein d'un même établissement, 3 classes, mais moi, ce qui me frappe, je suis désolé d'intervenir.
On pourra revenir justement sur la stigmatisation de la note, parce qu'à mon avis, elle est effroyable et elle les dessert justement, ceux qui ont 2 sur 20 par rapport aux autres. En fait, on est toujours en train de je pense qu'on oublie la question centrale de qu'est-ce qu'on offre aux élèves. Et on ne repose pas la question du système. Il faut quand même s'imaginer le cursus d'un élève. Il est dans une école primaire, il est suivi par un seul enseignant. D'accord ? Souvent un enseignant en plus qui est largement moins valorisé qu'un enseignant du secondaire, alors qu'il porte les enseignements fondamentaux, il a moins d'heures, moins d'avantages, enfin bon voilà, on pourrait y revenir. Ah, mais ça je suis d'accord avec Voilà, mais ça on y reviendra parce que je pense qu'on est face à une injustice du système aussi. Il n'a qu'un seul enseignant, donc un enseignant qui porte tous les savoirs, donc qui a ce pouvoir de reliance entre les savoirs, donc qui donne du sens au savoir et qui accompagne les élèves. Un enseignant qui est dans la cour, donc qui permet d'avoir un suivi des élèves tout au long de la journée. Donc un élève qui est rassuré, qui est un peu chouchouté toute la journée. Il arrive en 6e, imaginez, on arrive en 6e, on a 10 enseignants, donc pas un seul qu'on voit quand même 2 fois de suite dans la journée, des savoirs qui sont complètement éparpillés les uns par rapport aux autres, plus d'enseignants qui sont en mesure de dire en fait le cours de maths il est en lien avec le cours de physique avec le cours d'SVT, et en fait là on est en train de dire aux élèves mais ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui tu vas t'en servir plus tard, mais à quel moment ce que j'apprends en maths je m'en sers plus tard peut-être ce que j'apprends en primaire ou peut-être ce que j'apprends en voie professionnelle parce que je l'intègre dans une compétence à résoudre une situation en acte. Mais c'est la culture scolaire qu'il va falloir revoir, parce que je reviens à la culture élitiste, cette capacité à pouvoir passer d'un cours à un autre, du français puis des maths et d'emmagasiner finalement ce savoir. C'est cette culture de l'élite parce qu'on est en mesure de les acquérir sans forcément donner le sens utilitaire. Mais Charlot l'a montré, les classes sociales les plus défavorisées donnent un sens utilitaire au savoir. Et si ce sens finalement ne s'intègre pas dans leur utilité dans un tout, il donne pas de sens et donc il s'y accroche pas. Mais et là, comment transformer justement les SEC ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour alors pour moi le meilleur des exemples avancer. c'est la classe de SECPA. La classe de SECPA, on a des élèves qui rentrent au collège avec des grandes difficultés et on arrive à les faire ressortir, à avoir une vraie insertion professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'enseignants, donc déjà des enseignants qui portent plusieurs disciplines, donc des enseignants qui ont moins d'élèves, donc qui peuvent faire un meilleur suivi, des élèves qui ont qui voient moins d'enseignants, donc qui ont plus de proximité avec les élèves, et en plus qui peuvent avoir la voie qui touchent un peu à la voie professionnelle, donc qui peuvent à la fin de la 3e faire un choix. Enfin, les élèves de SECPA étant en grande difficulté, ils font pas beaucoup de choix, mais on peut avoir ce format-là. Ce qu'il faut poser comme question, c'est la pensée classique qui circule dans l'école. On est là, on a la pensée cartésienne qui pense que parce que on séquence un ensemble, on va réussir à tout comprendre. Mais ça, c'est pas la réalité, c'est pas la vie, c'est pas la complexité de la vie. Et sauf que des élèves qui arrivent à morceler et à comprendre le tout, très bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est les élites. Et donc, il va falloir essayer de penser le savoir. Ça veut dire que certains qui arrivent moins, finalement, faire en sorte que moins d'élèves arrivent finalement au bac général et peut-être favoriser les filières professionnelles ? Oui, tout à fait. Et, tout à fait, ça c'est sûr. Nous, notre but, c'est pas forcément donner le baccalauréat à tout le monde, qui amène sur des débouchés parfois quasi inexistants pour beaucoup. Le but des études, c'est quand même d'être intégré dans la société et d'obtenir un travail. Donc nous, alors, il n'y a pas que l'école, il y a aussi le projet de M. Zemmour de la réindustrialisation de la France, mais ça va ensemble. J'étais enseignant en lycée professionnel. Et c'était vu... Et votre lycée s'est transformé en lycée général, je crois. D'ailleurs, oui, il s'est tout à fait transformé en lycée général à cause de la pression sociale, la pression des parents qui veulent que l'enfant ait un bon diplôme. Le général, c'est un bon diplôme. Mais je trouve que c'est dramatique parce que le professionnel permet vraiment de donner des savoirs et des compétences à des enfants, mais pour les intégrer dans la vie professionnelle, mais c'est le lieu de la fierté et de l'accomplissement. C'est ce dont ils ont besoin. Mais là, je vous rejoins. On va devoir s'arrêter. Ouais, je finis. Dernier mot, parce qu'on va devoir s'arrêter. Je vous rejoins sur la voie professionnelle, il faut la valoriser et elle est essentielle. Par contre, c'est cette égalité d'accès à la voie professionnelle, cette répartition d'accès à la voie générale et technologique. C'est pas normal qu'il y ait à la fin une ségrégation sociale où on met toujours les mêmes dans la voie professionnelle, toujours les mêmes dans la voie générale et technologique. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et certains parents payent la sécurité et ça, on est d'accord, ça ne va pas. Mais on en reparlera avec plaisir sur le plateau du Grand JT de l'Éducation. Je suis désolée, le temps est compté, vous le savez. Maxime Scotty, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc, je le rappelle, professeur d'agrégé d'éducation physique et sportive. Et Guillaume Bessière, merci également d'avoir été là. Vous êtes professeur d'histoire-géographie et porte-parole des profs avec Zemmour. Eh bien, on enchaîne tout de suite. Restez avec nous. On va recevoir la présidente de Trouve ta voix, un projet pédagogique qui permet aux lycéens de révéler leur potentiel par la prise de parole. À tout de suite.
De retour dans le grand JT de l'éducation. Bonjour Sophie Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis avec Michaël Dorian de vous recevoir. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de Trouve ta voix. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qu'est Trouve ta voix ? Trouve ta voix, c'est une association de jeunes engagés qui s'est donnée pour mission de permettre à tous les jeunes de révéler leur potentiel et de prendre confiance en eux par la prise de parole. C'est une association qui a 4 ans maintenant et qui va dans les lycées en Île-de-France sur le temps long avec une méthode pédagogique innovante pour justement être le petit déclic, le déclencheur qui fera que les jeunes qu'on rencontre prendront confiance en eux, prendront conscience qu'ils ont une voix, que cette voix compte. Quand vous dites les jeunes, c'est quel âge ? Alors, ils sont au lycée, donc on intervient en particulier auprès des jeunes qui sont en seconde, donc ils ont entre 15 et 16 ans. Ça, c'est notre programme historique, on va dire. Et on a développé l'année dernière un programme en classe de première et bien sûr un programme en classe de terminale pour préparer les jeunes au grand oral du bac. Ah oui, le grand oral, on va en parler justement. Juste, racontez-moi, comment vous avez eu l'idée de créer Trouve ta voix ? C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte de ce besoin réel de la prise de parole autour de vous, ou c'est vous-même finalement qui vous êtes retrouvé dans cette situation ? C'est parti, c'est ça, exactement, d'une histoire personnelle et intime. Personnellement, j'étais une élève très timide au lycée. J'avais jamais vraiment pris la parole en classe. Vous avez grandi où, Sophie ? À Paris, Paris. Et vous avez fait quoi comme études ? Et j'ai fait du droit par la suite à Assas, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai pris conscience de l'importance de la voix, parce que j'ai participé à un concours d'éloquence. Oui, surtout en tant qu'avocat, effectivement, c'est utile. Exactement. Ouais. Quand j'étais en 2e année de droit à Assas, et j'ai remporté ce concours d'éloquence, au palais de justice, devant 300 personnes, avec ma famille, mes amis, etc. Formidable. Et c'était la première fois qu'on m'a dit « Madame, vous avez la parole ». Donc on m'avait offert un cadre en fait, d'expression. Et le déclic, ça a été de se dire, en fait, on attend souvent les études supérieures pour avoir cette opportunité. Donc, il y avait quelques amis qui avaient partagé une histoire un peu commune. On s'est dit qu'on allait essayer de démocratiser ça en partageant dès le plus jeune âge les clés de la prise de parole en allant dans les lycées publics. Alors, au moment où vous décidez de créer ça avec donc, certaines amies, vous continuez toujours vos études en parallèle ou vous êtes donc à Assas, puis après ? Exactement, j'ai fait une licence de droit à Assas et ensuite j'ai arrêté mes études pour travailler d'une part à l'Assemblée nationale pour un élu qui m'a donné cette chance et en parallèle j'ai créé cette association. Voilà, et puis par la suite, sur cette double expérience, je suis rentrée à Sciences Po en reprenant mes études là-bas dont je viens d'être diplômée. Alors, vous savez, j'aime autant l'humour que les tartes aux fraises. Voilà, j'adore ça, je place quand même. Mais forcément, est-ce que ce sont les élus qui vous ont donné envie de les coacher en prise de parole autour de vous ? On m'a fait cette proposition, effectivement. Mais non, c'est vraiment parti de cette histoire où voilà, j'avais 21 ans à l'époque quand j'ai lancé ça, parce que j'avais eu cette expérience de concours d'éloquence qui m'avait révélé d'abord à moi, en fait, l'importance de ma propre voix. Et j'ai envie, au maximum, avec toutes les équipes qui forment Trouve ta voix aujourd'hui, de partager ça avec un maximum de jeunes. À quel moment est-ce que vous avez remarqué justement que vous en aviez besoin et que vous trouviez en tous les cas trop timide pour la suite de vos études et pour ce que vous aviez envie de faire dans la vie ? Ça, disons que c'était un constat de base. Enfin, on sait généralement quand on est timide, c'est une difficulté universelle. Je ne sais pas si vous, avant d'embrasser ce métier, vous étiez dans cette situation. Je me rendais bien compte par rapport à d'autres qui étaient plus à l'aise, que c'était une difficulté. Mais ce dont je n'avais pas forcément conscience, c'est que c'est une inégalité ensuite qui a un impact très concret sur la suite du parcours, que ce soit dans l'orientation ou dans l'insertion ensuite professionnelle. Et c'est ce que je vois aussi avec les jeunes qu'on accompagne. Et ça peut aller jusqu'au complexe ? Ça peut aller jusqu'au complexe, mais bien au-delà de ça, c'est surtout l'autocensure. Dans les lycées dans lesquels on intervient, clairement, les jeunes se disent ça, c'est pas pour moi, telle étude, tel métier. Tel métier, ouais. Exactement. Et en fait, ce qui rejoint vraiment le titre de l'émission, c'est que ce qui est cassé chez ces jeunes, c'est le facteur rêve. C'est le manque de confiance et la capacité à rêver, elle est absente. Et avec Trouve ta voix, on essaie de réactiver justement ce facteur rêve, alors redonner un peu de confiance pour les accompagner pour un avenir plus désirable. Oui, puis en plus, c'est vraiment l'âge où on pense à ça, où on se révèle et où tout d'un coup, on va pouvoir sortir de soi, de son... C'est un âge clé, effectivement. Quand on a 16 ans, on se construit, c'est l'adolescence. Et ce choix aussi de la classe de seconde, c'était pour une question aussi de pédagogie, parce que dans les programmes scolaires, c'est les moments où on aborde toutes ces questions de rhétorique, d'argumentation, d'art oratoire, etc. Donc ça s'y prêtait très bien. Alors justement, programme scolaire, vous parliez du grand oral tout à l'heure. Ça permet justement aussi aux élèves de s'entraîner à ce fameux grand oral. Tout à fait. En fait, chez Trouve ta voix, on propose tout un parcours d'engagement. On propose à des étudiants qui sont bénévoles, des étudiants, d'aller dans les classes sur le temps long, donc ils vont 2 heures par semaine pendant plusieurs semaines, 10 semaines, former les jeunes en seconde. Et c'est la première pierre, le premier jalon dans leur parcours vers le grand oral. En réalité, quand on a créé Trouve ta voix en 2018, l'oral, c'était pas du tout
au chapitre. Enfin, c'était pas du tout l'actualité. Et C'était au chapitre de manière générale. De manière C'était générale, pas bien sûr. un examen en particulier. Exactement. Et donc cette action qui était, on va dire, optionnelle jusqu'à l'année dernière, elle est devenue un peu obligatoire avec l'arrivée du grand oral. Donc on a maintenant le vent en poupe, on va dire. Mais ça veut dire que ce sont, juste pour info, des ateliers, on peut dire, qui sont en plus des cours que vous faites directement dans les lycées? Alors, ce sont des ateliers, effectivement, mais pendant le temps scolaire. Ah, pendant le temps scolaire. Ouais, c'est vraiment la spécificité de Trouve ta voix. On a co-construit tout un programme Lycée public et pédagogique. privé? Lycée public, c'est notre choix. Donc, tout un programme pédagogique co-construit avec des professeurs, avec des experts en prise de parole, avec des experts en intelligence collective. Et donc, en atelier Trouve ta voix, c'est 2 heures pendant le temps scolaire, en présence du professeur et en présence du formateur bénévole. Quel type de conseils vous pouvez donner à des élèves qui sont bloqués ou même terrorisés sur la prise de parole en public? Alors, d'une part, bien sûr, ce qui est important, c'est de créer un cadre de bienveillance pour que le jeune se sente à même de prendre la parole. Donc ça, c'est très important chez Trouve ta voix, créer ce cadre de bienveillance. Et ensuite, c'est d'abord observer l'autre, parce que c'est toujours en observant qu'on apprend dans un premier temps. Et puis après, c'est de se lancer auprès des proches. Ça va être peut-être apprendre un poème et essayer de l'oraliser d'une certaine façon, écrire un petit texte sur le dernier film qu'on a écrit et en parler à son meilleur ami, mais en prenant un peu des réflexes de je me mets droit, les pieds ancrés dans le sol, je vais regarder la personne dans les yeux. Attendez, je me redresse. Regardez, Que je sois claire, oui, pardon. Le visage haut. Projeté, voilà. Mais bien sûr. On s'excuse pas d'exister, on prend sa place. En fait, et puis de toute façon, chez Trouve ta voix, voilà, on essaie de prendre sa place au sein de la classe, mais plus largement, bien sûr, l'idée, c'est de prendre sa place dans la société, derrière tout ça. Alors justement, c'est là où je voulais en venir, qui est très intéressant, c'est que vous parlez d'égalité des chances sur vos réseaux. En quoi la maîtrise de la prise de parole comble justement ces inégalités existantes, qui sont réelles? Il y a une très grosse inégalité de langage dans notre pays. Je parlais tout à l'heure d'insertion professionnelle entre un candidat qui sait s'exprimer selon les standards attendus et celui qui ne le saura pas. Le choix sera fait bien avant même la compétence. Donc c'est un vrai frein et une vraie barrière. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Et puis comme je vous le disais, ce facteur rêve qui est très peu présent chez les jeunes concernés. Vous avez pu organiser les concours à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit. Je faisais une petite boutade là-dessus, mais enfin, c'est quand même très intéressant de les voir aussi, eux, s'exprimer, tout comme les avocats, puisque vous avez fait du droit. Vous l'avez fait aussi donc, à l'Assemblée et au Panthéon. Comment ça a été vécu par les élèves? C'est une chance folle, ça. C'est vraiment la volonté de Trouve ta voix, étant donné qu'on veut aider ces jeunes à prendre conscience qu'ils ont une voix, qu'ils sont légitimes à prendre la parole. Cette parole, on veut qu'elle soit entendue dans des lieux symboliques, dans des lieux de pouvoir emblématiques, exactement, de la vie de notre société. Donc du coup, l'Assemblée nationale, bien sûr, et le Panthéon. Je pense à Frédéric, par exemple, qui a remporté le concours l'année dernière au Panthéon. C'était quelque chose de hyper fort. Enfin, il y avait sa famille qui est présente, il y a ses professeurs, il y a le formateur qui l'a accompagné pendant plusieurs mois. Et quand le recteur de l'Académie de Paris, Christophe Quérero, qui présidait le jury, a annoncé son nom, ils ont sauté de joie. Enfin, c'était résonnant dans le Panthéon, quelque chose de très fort. On imagine bien, effectivement, la grandeur de ces lieux, etc., et tout ce que ça peut faire en résonance. Mais peut-être aussi, ils ont besoin d'être dans des endroits qui sont beaucoup plus simples pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être dans une éloquence qui soit un peu différente, mais tout en étant à l'aise. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un vocabulaire châtié, si je puis dire, mais tout simplement en étant à l'aise avec soi pour exprimer ses envies, ses besoins et son métier futur. C'est complètement la ligne, on va dire, de Trouve ta voix. En fait, on fait une différence très claire entre éloquence et prise de parole. L'éloquence, c'est ce que moi j'ai pu faire personnellement. Ce sont les concours qu'on voit à la télé ou qu'on voit dans les facs avec beaucoup de théâtralité, qu'on voit aussi dans les films, qui sont par ailleurs très bien. Mais nous, on pense à notre ministre de la Justice, forcément, Éric Dupond-Moretti, qui est quand même très fort. Exactement, par exemple. Et les élèves ont aussi cet exemple en tête. Mais nous, chez Trouve ta voix, on écarte cette notion d'éloquence pour parler de prise de parole. C'est-à-dire, on dit aux jeunes, tu vas pas te changer, tu vas pas jouer un rôle. On veut simplement que les idées qui sont dans ta tête, tu arrives à les formuler comme tu le souhaites au public que tu veux. Puis il y a un très bon film sur le sujet, vous en parliez. J'imagine que vous pensiez au Brio peut-être avec Amélia Jordana et Daniel Auteuil qui parlent effectivement de concours d'éloquence. C'est vraiment le thème du film. C'est vrai qu'il y a eu ce film tourné à Assas d'ailleurs quand j'étais présente de l'association d'éloquence d'Assas, donc c'était intéressant. Le Brio, il y a aussi Banlieusards de Kerry James aussi qui est une bonne référence pour les élèves. Du coup, il y a différents effectivement films qui ont un peu mis l'oralité à l'ordre du jour et voilà, qui ont fait que de plus en plus de personnes en parlent. Alors justement, ces personnes qui en parlent, vous êtes parrainés par des personnalités, par des personnages politiques ou artistes?
Alors, pour l'instant, disons que Trouve ta voix, on a eu plusieurs artistes qui nous ont rejoints, par exemple Eddie de Préto qui était dans le jury de notre première édition, voilà. Mais disons que la force de Trouve ta voix, c'est vraiment les bénévoles engagés. Aujourd'hui, on a 70 jeunes qui, là, à l'heure où on vous parle, cette semaine, il y a 2000 lycéens en Ile-de-France qui sont formés par un bénévole Trouve ta voix. Donc vraiment, la force de Trouve ta voix, c'est ça, c'est les jeunes qui s'engagent. Et de toute façon, en ce moment, on est dans une société où les jeunes sont de plus en plus engagés. Donc nous, on les engage, on les oriente vers les secteurs éducatifs. C'est vrai que ça me fait penser un petit peu au stand-up aussi, c'est-à-dire que toutes ces nouvelles formes de spectacle et d'humour, ça permet aussi la libération, une nouvelle forme de langage qui est très importante aussi, j'imagine, avec tous les lycéens que vous rencontrez. Pourquoi ça ne commence pas plus tôt d'ailleurs ? Pourquoi pas au collège ? Alors justement, c'est dans nos ambitions d'aller au collège, mais en fait tout simplement c'est pour une question RH, je dirais, de ressources. De ressources humaines de ressources humaines, parce qu'on est sur un modèle 100% bénévole, c'est très important de le dire. Tous les programmes Trouve ta voix sont 100% gratuits. Donc jusqu'à présent, les 5 dernières années, on a formé 1800 jeunes, personne n'a touché aucun euro. Étant donné qu'il y a le grand oral et qu'on a de plus en plus de demandes, on cherche à se structurer. On a accueilli notre premier salarié au 1er septembre. Donc voilà, on cherche aussi bien sûr à trouver des mécènes qui peuvent nous accompagner, des entreprises, à développer un modèle périn pour l'association. Donc ça veut dire que vous maintiendrez en fait les bénévoles d'un côté pour les lycées et peut-être les collèges, et derrière vous ferez de la formation en prise de parole pour les sociétés, les PDG, pour les autres ? Voilà, pourquoi pas, sur un modèle très Robin des Bois, essayer d'aller là où... Avec l'arc et les flèches, vous aurez tout. Pourquoi pas, voilà, exactement, aller essayer de proposer des offres comme ça aux entreprises, bien sûr, parce qu'on a une expertise très clairement, pour pouvoir poursuivre nos actions dans les lycées. Et donc, moi, par exemple, qui fait déjà un petit peu d'antenne, je pourrais venir vous voir et vous pourrez faire un coaching en prise de parole. Mais avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on ferait ensemble, toutes les deux, par exemple, si jamais je viendrais vous voir ? On travaillerait sur quoi ? On partirait de vos besoins, d'abord, bien sûr. J'en ai beaucoup. Ce serait à vous, nombreux besoins. Ce serait à vous de me lister un petit peu ça. Et puis ensuite, Mais ils ne vous listent pas les besoins, les lycéens. Ils ne sont pas capables de les imaginer. Ils vont juste vous dire, alors moi j'ai un grand oral, je ne sais pas comment je vais faire, il faut que je parle d'histoire, je ne sais pas. Non mais comment on liste justement les besoins ? Effectivement, là disons que les lycéens, ce sont des personnes qui n'ont aucune expérience, donc c'est un peu un terrain en friche, disons, ils viennent avec leur bonne humeur et leur envie d'apprendre, ça c'est certain. Donc ce qu'on fait nous, c'est vraiment les bases de la prise de parole. C'est d'abord cette prise de conscience que notre voix compte, et puis c'est vraiment tout ce qui est sur la corporalité, le geste, le regard, la voix, l'intonation, etc. Donc sur les 10 semaines qu'on fait avec eux, il y a toute cette notion de base en fait qu'il faut travailler, retravailler, parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup la répétition qui est très importante. Donc on travaille ça avec les jeunes, et puis avec les professionnels, bien sûr, il faut rentrer plus dans la dentelle. Très bien. Bon, merci beaucoup. En tout cas, Sophie-Léne, j'étais ravie d'être avec vous. Vous êtes donc la cofondatrice et présidente de Trouve ta voix. Vous pouvez aller voir sur le net, c'est ça, c'est trouvetavoix.com .org, exactement. .org, voilà. Et oui, pour une association, bien sûr. Merci mille fois d'avoir été là. Toute la semaine, Jean-Marc Lubin est l'invité de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Il lui a notamment raconté quel prof l'avait marqué. Est-ce qu'il y avait un prof particulier qui vous a marqué ? Alors, dans les profs particuliers qui me manquent aujourd'hui, mais qui m'ont marqué, j'en ai eu 3. J'en ai eu 2, pardon. Non, 3. J'ai eu deux mecs et une fille. J'avais Monsieur Manzanera en français, où j'étais plutôt bon en français, donc ça me plaisait d'y aller parce que je me faisais un peu mousser, donc c'était cool. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'humour. J'en avais un en technologie. Alors là, moi, je suis naze, je comprends pas à quoi ça sert, mais... Là, ouais, même encore maintenant. Ouais, qui était très sympa, avec des petites lunettes rondes, qui était très sympa, qui était possédé par ce qu'il racontait. Donc on l'écoutait, mais c'est comme vous allez au cinéma, des fois vous sortez du film, vous savez pas ce qu'il a raconté. C'était à peu près ça, il me tenait pendant 1 heure. Et puis j'avais une prof d'anglais, Madame Girard, qui était une très belle femme, qui était très très bien habillée par rapport aux autres profs qui faisaient quand même prof de province communiste. Elle était toujours élégante avec des foulards, des pompes branchées. Vous étiez très sur l'apparence quand même. À chaque fois, vous vous rappelez des 3 sur leur apparence. J'ai fini à la télé. Donc c'est pas sur l'intelligence, la télé, vous verrez. Et, donc cette prof, elle avait une décapotable anglaise, donc c'était waouh. C'était cool. C'était ma prof d'anglais, je parle pas un mot d'anglais. Donc ça a vachement servi. Hein. Bien, en revanche, j'ai eu une décapotable par la suite. Pour la copier ? Ouais. Bon, je sais pas, mais en tout ça cas, vous avez laissé un souvenir ? Je parlais de bagnole avec elle. C'est vrai ? Bah oui. Mais pas d'anglais, quoi. Pas trop. Et il y avait aussi, je crois, un
Prof de maths. Oui, alors ça, c'était en première. J'avais une prof de maths que j'aimais pas du tout. Genre témoin de Jéhovah, c'est-à-dire cheveux gras, longs, pas de forme, chemise blouse rose dégueulasse et toujours à plat avec des ballerines, quoi, truc. Bah. Vous n'avez pas les ballerines. Non. On dit non aux ballerines. Une endive avec des ballerines. Et comme j'étais mauvais en maths, qu'elle le savait et qu'elle m'aimait pas, elle me compressait dans ma nullité et moi, je lui envoyais toute ma verve humoristique pour me moquer d'elle auprès de tous mes camarades. Donc elle me foutait souvent à la porte du cours. Et si vous aviez été prof, vous auriez été quel genre de prof? Moi? Ouais. Ah, moi, il ne faut pas que je fasse prof, moi. Pion, quoi. Comme le pion que vous étiez, quoi. Non, mais moi, je finis en prison si je fais prof. Parce que c'était pas les mêmes lois, c'était pas la même France. Non, moi, j'aurais été... Je peux pas être prof. Moi, je suis plus con que mes élèves, donc c'est compliqué, quoi. Non, moi, je trouve que les profs, ils doivent avoir une prestance, ils doivent avoir une connaissance. Moi, je suis pas là-dedans, moi. Et alors, pour vos enfants, pour les aider à faire les devoirs, vous avez pu le faire? Alors, je pense que jusqu'au CP, j'y arrivais à peu près. Tout ce qui est gommettes, tout ça, moi, je suis super fort en gommettes. Mais après, ils ont eu des mamans qui avaient fait des études et qui aimaient ça. Et on qui misait tout sur la mer. Ouais. Moi, je mettais la pression, t'as fait tes devoirs, mais c'est pas moi qui les accompagnais. Jamais. Mais non, moi, c'était tu te couches, tu te laves les dents, ton cartable est propre, machin bidule, t'es à l'heure. Mais moi, c'était plus l'armée que l'éducation, voyez-vous. Est-ce que vous avez déjà perçu vos enfants, vous les avez pris en flagrant délit de tricherie ou de filouterie? Jamais. Non. Non, mais ils sont exceptionnels. Non, mais ils l'ont sûrement fait, mais ils sont intelligents pour pas que je le voie. Ils se seraient fait gronder, en fait. Ah, ils savent. Oui, non, moi, je suis... Non. Un papa très dur, alors. Oui, moi, je suis une vraie merde. Hein. Je suis un sergent, quoi. Pas du tout comme vous aviez été pion, en fait. Ah non, mais c'était pas mes enfants. J'en perdais un ou deux, c'est pas grave. Là, c'est les miens, ça se voit. Et il y avait aussi donc, le français dans lequel vous étiez fort. Ouais. Et l'histoire géo, je crois. L'histoire géo, ouais. Vous avez... Je suis bien renseignée. J'aimais bien l'histoire et la géo parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été curieux des gens. Naturellement, ouais. Voilà, des territoires. Donc, j'ai appris la géo par le foot, par la Champions League, et l'histoire parce que ça m'intéressait. J'ai toujours aimé les petits soldats de plomb, le Napoléon. J'ai toujours aimé la Seconde Guerre mondiale, pas pour la faire, mais l'histoire. Et donc, instinctivement, j'allais chercher des infos là-dessus. Donc ça, c'était la matière dans laquelle vous étiez fort. Et le français. Alors, j'étais intéressé. Donc quand vous êtes intéressé, forcément, si vous êtes intéressé et mauvais, c'est que vous êtes débile. Moi j'étais assez voilà, j'arrivais à pomper des trucs à droite à gauche pour me faire une culture historique et géographique qui m'a permis de jouer très longtemps à la PlayStation. Moi, c'est parfait. J'ai combien? Là, sur l'intégralité de cette interview. Oh, bah, quand même, il y a de l'envie, il y a de la volonté. Ne le dites pas. Non, moi, je suis gentil prof. On mettra toujours 10 sur 10. Hein. Ah, merde. Vous êtes une gentille prof. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers, toujours avec Lulu. À demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Bien, du coup, la technologie sur laquelle Nomart se base, c'est la technologie de l'impression 3D, en fait, tout simplement. Mais pour imprimer quoi? Imprimer des tableaux. Et je ne sais pas à quel point on peut zoomer sur ce tableau, mais croyez-en la pulpe de mes doigts, délicate pulpe de mes doigts, on sent les craquelures. Voilà, je crois qu'on le voit très très bien. Attendez, je vais bouger un tout petit peu comme ça. Voilà. Et ça, donc, ce n'est pas de la peinture, c'est de l'impression 3D. Exactement, et c'est vraiment la magie de l'impression 3D aujourd'hui, c'est qu'on va réussir à numériser une œuvre et à voir absolument tous les détails, donc c'est-à-dire la touche de l'artiste avec, certaines fois pour les impressionnistes, avoir des gros pâtés, avec d'autres artistes plus classiques comme Vermeer, là, on va voir les craquelures du temps, les petits impacts, voilà, sur la toile ou sur le bois, comme c'est souvent le cas aussi. On a vraiment tous ces détails-là qui sont reproduits et qui donnent l'impression d'avoir une vraie œuvre en face de nous, alors que ce n'est qu'une reproduction. Et du coup, on peut avoir un contact comme on l'a aujourd'hui là, avec cette œuvre, alors que l'original de La jeune fille à la perle, on ne pourrait jamais la voir sur un plateau comme ça. Et puis surtout, on n'aurait pas le droit de faire ce que j'ai fait, à savoir de passer le doigt dessus en disant « Regardez, c'est super craquelé ». Le no-code, finalement, c'est du réchauffé, si j'entends bien Francis. C'est pas si nouveau que ça. Alors, pour être tout à fait exact, le mot no-code, il est apparu, on va dire, autour de 2017-2016, quand on regarde les statistiques sur Google, et ça définit vraiment un type de technologie bien à part,
comme le disait Francis, c'est des choses qui permettent, voilà, visuellement de faire des choses. Et d'ailleurs, merci Marjorie, parce que tu as dit programmer sans coder. C'est ça, en fait, on programme, on construit, mais sans écrire de code, visuellement. Et ce qui fait la révolution des outils no-code, ce qui fait que c'est vraiment un vrai phénomène et pas juste un concept marketing, c'est que tout se passe sur Internet. Vous n'avez rien à installer et rien à héberger. Je veux faire un site ou une appli en no-code, je crée un compte, comme si je me crée un compte sur Instagram. Je commence à dire, là, je veux une image, là, je veux un texte, là, je veux une vidéo. Je publie et je peux partager. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est parce qu'il y a les innovations récentes du web. Il y a 10 ans, il commençait à y avoir des choses comme ça, mais il fallait installer, il fallait héberger. Et c'est vraiment ce fait que tout se passe sur Internet qui fait que n'importe qui, maintenant, peut y accéder. C'est une petite marche et non pas un muret, j'ai envie de dire, à franchir. Younes Hadjroud, Châtillon, c'est combien d'habitants? Dans les Hauts-de-Seine, je précise. 38 000. 38 000. Justement, l'extrascolaire, ça concerne combien de jeunes? Ça concerne environ, en mineur, on est un peu moins de 2000 pratiquants, 3 à 18 ans. On fait nous, on a des chiffres qui vont jusqu'à 25 ans pour les publics jeunes. Donc, si on regarde, c'est 45% de la pratique sportive en club. Pour moi, 43 ans, c'est OK. J'ai compris, merci. Vous êtes dans la deuxième. Je suis en jeu, quoi. Je suis pas dans les stats. Ça représente les 3-25 ans, parce que nous, on commence à 3 ans avec les baby-sports. Ça représente 45% de la pratique sportive sur notre territoire. Et avec, vous imaginez l'effet que ça a pu avoir, notamment sur des tranches d'âge où il y a une désertion parfois du club, notamment au début de l'adolescence, où il y a un décrochage chez certains, de passer 2 ans, enfin 1 an en réalité, tout cumulé 1 an et demi, sans pouvoir pratiquer correctement une activité sportive. Ça a été compliqué pour le retour en club derrière. Donc, les clubs ont regagné quand même sur cette année. Elles avaient perdu l'année dernière beaucoup de leur effectif, quasiment 20-25% en moyenne pour tous les clubs. Là, c'est revenu, ça revient à peu près à la normale, avec un effectif tournant. Il y a eu du turnover, des gens qui ne sont pas revenus, des enfants qui sont arrivés. Mais on voit, on a vu au début de l'année... Encore des réticences aujourd'hui? Nous, on a organisé l'année dernière, pour Châtillon, la première fête du sport. L'idée, c'était quand on a eu tout un process qui était les états généraux du sport, donc on commence sur tout le mois de juin, qui a été précédé d'une enquête sur la pratique sportive. Et l'idée, c'était que le mois de juin soit dédié au retour à la pratique sportive, qu'il y a eu des portes ouvertes. On a essayé d'aider au maximum les clubs en organisant des portes ouvertes dans tous les clubs, de manière en lien avec les écoles, en lien avec les collèges, de manière à organiser des visites de clubs, de découverte de sport. De cette petite fenêtre au mois de juin. Et ça a extrêmement bien marché. Et ça s'est conclu par une fête du sport fin juin qui a permis, en amont des forums des associations qui ont lieu en septembre, de pouvoir reprendre une prise de contact, redécouverte des sports et pourquoi pas faire des préadhésions. Ce qui a permis en septembre à nos clubs de redémarrer quand même assez rapidement. Vous avez des offres un petit peu particulières pour les ados, par exemple, c'est un public qui se travaille spécifiquement? Alors les ados, souvent, ils vont se dire ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Et en fait, nous, on a eu l'idée d'avoir une petite carotte qui les appâte, c'est d'utiliser la réalité virtuelle. Donc on va avoir des casques de réalité virtuelle, donc c'est un outil parmi la médiation. Et souvent, on leur dit si vous voulez pouvoir regarder ce qu'il y a dedans, pour pouvoir comprendre, d'abord, il faut suivre la visite. Et donc, finalement, ils disent, bon, j'ai envie d'essayer, donc je vais le faire, je me force un petit peu. Et en fait, finalement, ils rentrent dans l'histoire. Et donc, ici, ils se prêtent complètement au jeu. Il y en a même qui reviennent. Et ensuite, ils vont pouvoir découvrir dans les casques de réalité virtuelle des lieux d'inspiration des artistes. Donc, on va se retrouver, par exemple, dans l'atelier de Paul Cézanne à Aix-en-Provence ou au Clos Lucé chez Léonard de Vinci. Voilà, des choses comme ça. À Amboise, enfin à côté d'Amboise. C'est ça. Extraordinaire. Des escape games aussi? Vous commencez, en tout cas, les jeux d'évasion? Alors, du coup, ça c'est pareil. Le terme, c'est vraiment pour donner envie, parce que c'est très à la mode. Exactement. Et l'idée, c'est de faire la visite, mais à travers une enquête. Donc, pour les ados, là, ça va être Monet, Cézanne, Van Gogh. Eh bien, il y a un mystère autour de la mort de Vincent Van Gogh. A-t-il été assassiné plutôt qu'il ne se serait suicidé? Et donc, il faut essayer de chercher des indices dans l'exposition pour ça. Et de résoudre le mystère. C'est ça. Est-ce que le no-code est aussi aussi sécurisé que ne sont les lignes de code à l'heure actuelle? Je pense que d'abord les usages et les attentes dans l'environnement digital dans lequel on est ont complètement changé. C'est-à-dire que les entreprises ont de plus en plus de connexions, par exemple avec leurs clients dans l'univers du digital. Et donc il faut aussi accepter le fait que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'industrie tech, ce sont des choses qui étaient très complexes à faire il y a 10 ou 15 ans et les outils permettent de le faire aujourd'hui. Donc les usages se démultiplient et je pense que quand Gartner donne ce chiffre de 80%, moi je suis assez confiant dans ce chiffre parce qu'en fait, on est en train de vivre une espèce de remplacement
de la suite Office qu'on a tous connu, Word, Excel, PowerPoint, qui sont des outils qui ont 30 ans, pas du tout adaptés au monde de la tech aujourd'hui. Chez nous, on fait quasiment plus de Word, Excel, PowerPoint, à part peut-être le business plan de la boîte encore sur Excel. Tout le reste, on le fait sur des outils comme Airtable, Notion. C'est ça dont on a besoin au quotidien. Donc moi, ma conviction personnelle, c'est que les gens du métier vont s'approprier très vite ces outils et que demain, sans doute, tout le monde fera du no-code, même sans le savoir. On parlera peut-être même plus de no-code d'ailleurs. La question de la sécurité est une question. C'est un univers dans le monde du no-code où les applications sont plus ou moins jeunes. Il y a des outils comme Bubble qui ont déjà 7 ans d'existence, Airtable, qui sont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, aussi sécurisés que le code. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir, et on en a recroisé, des applications codées par des développeurs sans sécurité, ça arrive aussi. Donc, les problèmes qu'on rencontre avec le code, quand on va faire une application avec des développeurs ou qu'on peut rencontrer avec un maker no-code, sont souvent les mêmes. Quand c'est mal fait, malheureusement, il y a des failles de sécurité. Ça vaut pour le code comme le no-code. Là, nous, on a voulu vraiment investir sur la politique sportive parce qu'on considère que le sport est un vecteur d'émancipation. Il est complémentaire. Et ça se traduit comment, justement, de la part de la ville? C'est un soutien essentiellement financier C'est un soutien financier, évidemment. Donc, malgré la crise, on a souhaité maintenir les subventions à hauteur, soutenir les clubs. Vous avez fait le quoi qu'il en coûte. On a fait le quoi qu'il en coûte sportif et associatif. Soutenir les clubs qui étaient en crise en leur apportant un soutien financier supplémentaire. Et on a essayé autant que faire se peut vraiment d'accompagner les clubs. Là, on remonte une structure qui est l'OMEPS, l'Office municipal des sports, qui est une structure associative, pour en faire un peu une fédération locale des clubs sportifs, pour les accompagner sur la structuration juridique des clubs, sur le développement des clubs, parce qu'on oublie souvent, les clubs sportifs sont dirigés par des bénévoles. Oui. Et donc des bénévoles dont ce n'est pas toujours le métier. Et c'est un gros engagement d'être à la tête d'un club. Donc on essaie un maximum de les accompagner, de mutualiser les dépenses de fonctionnement qui pourraient peser trop sur elles. Et donc comme ça, de leur demander de se vraiment focaliser sur le développement de la pratique sportive et l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes, évidemment, puisque c'est tout le monde qui a accès au sport dans une collectivité. C'est la fin de ce grand JT, Mika. Déjà. Et oui, toujours déjà. C'est ce qu'on se dit à chaque fois, mais ça recommence demain. Très bien. Et si vous voulez retrouver bien cette émission, le site internet, c'est schooltv.com. Ciao.